Les anciens croyaient que toutes les choses existant sur Terre portaient une âme distincte. Ceux qui pouvaient nommer et réveiller ces âmes étaient appelés invocateurs. Depuis l'Antiquité, les légendes à leur sujet sont devenues une partie immortelle de l'histoire. Certains invoquaient l'argile pour créer de puissants guerriers. D'autres ramenaient les morts du royaume des esprits. Certains s'aventuraient profondément dans la jungle pour appeler des esprits mystiques, et d'autres encore pouvaient invoquer la lumière des étoiles depuis le ciel. Cependant, aussi glorieuses que soient les légendes, elles ne restent que des légendes. Le destin les a toutes scellées dans le fleuve du temps, les faisant progressivement s'estomper dans l'oubli de ce monde. Je suis Akiet, un adolescent de 16 ans en première année de lycée. À elle, âge où la plupart de mes pairs sont occupés par leurs études ou connaissent leurs premiers émois, je suis, quant à moi, complètement indifférent. Je ne me soucie pas des notes, ni des affaires de cœur. Ma personnalité est un peu excentrique. Je crée souvent une distance invisible entre moi et la société, vivant à l'aile, écart comme un étranger. Cependant, les enfants m'apprécient beaucoup. J'ai une attraction particulière qui fait que les enfants aiment se rassembler autour de moi. Si quelque chose est le plus remarquable chez moi, c'est mon autonomie. Dès mon plus jeune âge, j'ai su prendre soin de moi, surtout en cuisine. Pour moi, cuisiner n'est pas seulement une compétence de vie, mais est devenu presque un art. Les ingrédients sont toujours choisis avec soin, et chaque étape est exécutée méticuleusement. Il est à noter qu'il maîtrise même des techniques rares, comme la danse des nouilles des chefs de Hadilo. On peut dire que mes compétences culinaires sont assez impressionnantes pour étonner n'importe qui. Cependant, un jour qui semblait des plus ordinaires, ma vie monotone a pris un tournant inattendu. Alors que je m'apprêtais à déguster un bol de nouilles fumantes que je venais de préparer, j'ai soudainement senti l'espace autour de moi se figer. Juste devant mes yeux, un étrange cercle brillait intensément avec des éclairs électriques. Et de l'intérieur, une jeune fille apparut, avec des cheveux roses scintillants et des yeux rouges comme le feu. Elle avait l'air à la fois merveilleuse et terrifiante. Surpris, j'ai laissé tomber le bol de nouilles. Mais avant qu'il ne touche le sol, la fille a soudainement rétréci, s'est précipitée pour attraper le bol, et a tout mangé avec insouciance. Elle a même commenté qu'il était passé 100 ans depuis qu'elle avait mangé d'aussi bonnes nouilles. J était stupéfait, et j'ai immédiatement demandé l'identité de cette étrange visiteuse. La fille s'est fièrement présentée comme Dora, et semblait sur le point d'en dire plus sur sa lignée. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, je l'ai sans ménagement mise à la porte. Je me suis dit que le manque de sommeil devait me causer des hallucinations. Cependant, en revenant à la cuisine, la scène devant mes yeux m'a donné envie de crier. La fille aux cheveux roses avait presque fini toute ma marmite de bouillon. Une fois de plus, j'ai perdu mon calme et l'ai expulsée. Cependant, cela ne s'est pas arrêté là. Dora a soudainement traversé le mur pour revenir. Cette fois, elle a hardiment déclaré qu'elle n'était pas un fantôme, mais un esprit invoqué. Cela dit, sans attendre la permission, elle a candidement mangé tous les fruits de la maison. J'ai failli devenir fou, je l'ai même jetée dans les toilettes, utilisant tous les moyens pour la chasser. Mais tout était inutile. Finalement, désespéré, je me suis résigné à m'asseoir et à écouter l'histoire de Dora. Il s'avère qu'elle existe depuis plus de 3 millions d'années. Sa belle forme originale était qu'un état de consommation d'énergie. Maintenant, pour économiser ses forces, elle doit maintenir son apparence mignonne et petite. Plus important encore, c'est moi qui l'ai involontairement invoquée pendant mon sommeil profond. Et maintenant, Dora exige que j'assume la responsabilité. Mais au lieu de m'en soucier, je l'ai simplement ignorée, et j'ai continué à aller à elle, école comme si de rien était. En chemin, J était encore perplexe, mon estomac grondant, car je n'avais pas mangé correctement. J'espérais secrètement que, à mon retour, étrange fille aurait disparu. Mais les choses n'étaient pas si simples. De derrière, la voix claire de Dora a retenti, accompagnée de l'image d'elle, suspendue à un feu de signalisation pour m'appeler. Même si j'ai couru de toutes mes forces, Dora a volé doucement et a atterri directement sur ma tête. Une fois en classe, la situation était guère meilleure. Dora ne m'a pas seulement suivi jusqu'à la fenêtre, mais elle a aussi osé apparaître directement sur mon bureau, me tendant un contrat comme pour me forcer à signer. Ce harcèlement m'a fait exploser de colère, et le professeur m'a réprimandé. Le comble fut lorsque Dora s'est endormie nonchalamment sur la tête du professeur, pendant qu'il donnait son cours. Ne pouvant plus supporter, je suis parti, déterminé à me débarrasser d'elle à tout prix. Cependant, même en rentrant chez moi, je n'ai pas eu de paix. J'ai involontairement croisé une autre fille qui voulait me déclarer sa flamme. Mais avant que je ne puisse accepter sa lettre, la voix de Dora a retenti de derrière. Dans ma colère, j'ai jeté mon cartable par terre, faisant croire à l'autre fille que je étais en colère contre elle. Effrayée, elle a éclaté en sanglots et s'est enfuie, me laissant assis dans le désespoir. J'ai pensé à une autre approche. Si Dora était invoquée par la nourriture, peut-être qu'offrir beaucoup de nourriture en sacrifice la ferait disparaître. Mais ce plan a rapidement échoué. Au lieu de cela, en m'entendant dire sans embâche que je voulais la chasser, Dora est devenue si triste qu'elle en a pleuré. Elle m'a confié qu'une âme invoquée, si elle ne peut pas signer de contrat, serait à jamais rejetée, devenant un fantôme solitaire, errant pendant des milliers d'années jusqu'à sa dissolution complète. Cette confidence m'a un peu troublé. Dora a demandé une dernière chose. Faire une promenade avec moi pour créer les plus beaux souvenirs. Sur ce chemin,
Dora m'a raconté des choses douces sur le monde, tout en révélant une vérité. Tous les êtres humains portent en eux le potentiel d'invoquer. Mais très peu de gens l'éveillent et le maîtrisent réellement. Ces personnes sont les invocateurs, des individus capables de faire des choses bien au-delà de la portée des gens ordinaires, ayant même le pouvoir de détruire ou de sauver le monde entier. Une fois de plus, Dora m'a invité à devenir un invocateur. Malgré mon hésitation, cette fois j'ai hoché la tête en signe d'accord. Le contrat fut officiellement signé. Dora était folle de joie, m'a serré par derrière et m'a emmené voler haut dans le ciel pour me faire sentir ce que était d'avoir des ailes. Mais la joie fut de courte durée, car Dora fut bientôt épuisée et affamée, les obligeant tous deux à rentrer chez eux blessés. Comme si les choses n'allaient pas assez mal, j'ai découvert que même l'électricité était coupée à la maison parce que j'avais oublié de payer la facture. Pendant que J était agacé, Dora a doucement invoqué des lucioles lumineuses, transformant toute la pièce en une scène chatoyante. Non seulement elles fournissaient de la lumière, mais leur lumière avait également un effet curatif sur les blessures. Je les regardais avec un air interrogateur, voulant savoir d'où elles venaient exactement. Mais Dora a seulement dit que si elle le racontait, cela prendrait 3 jours et 3 nuits. Juste à ce moment, une douleur intense l'a frappée. Dans l'esprit de Dora, des images floues de bataille sont apparues, la faisant s'effondrer. En ouvrant les yeux, elle s'est vue enchaînée par des liens invisibles, paniquant au point de évanouir. J était paniquée, ne sachant que faire à part lui mettre une couverture, et j'ai vite réalisé qu'elle était plongée dans un sommeil paisible. Je me suis aussi allongé à côté d'elle, et me suis vite endormi. Le lendemain, j'ai trouvé un coin tranquille à l'extérieur du terrain de basket pour m'asseoir et méditer, pensant à toutes sortes de choses. Pendant ce temps, Dora était guère préoccupée. Elle imaginait cet endroit comme une plage et s'est allongée nonchalamment comme si elle prenait un bain de soleil car, à ses yeux, sa beauté était destinée à mes yeux. Quant à moi, J était tellement rouge que je ressemblais à une tomate mûre. Juste à ce moment-là, le tableau d'affichage de l'école a annoncé que quelqu'un avait repéré hier une silhouette humaine volant dans le ciel, et une image agrandie montrait que ce était nul autre que moi. En entendant la nouvelle, Jai était si choqué que je ne pouvais pas boire normalement. Au contraire, Dora est restée calme, me rassurant qu'il n'y avait rien à craindre, et m'a même demandé nonchalamment de lui appliquer de la crème solaire. Alors qu'elle était tranquillement allongée au milieu du terrain de basket, une étrange créature est soudainement apparue par derrière, s'approchant d'elle. Dès qu'elle s'est retournée, Dora a été à moitié avalée par elle. Elle criait paniquement à l'aide sans arrêt, mais J était trop occupée à jouer à Free Fire pour y prêter attention. En colère, elle a attrapé le tube de crème solaire et me l'a jeté directement à la tête. Ce n'est qu'alors que je me suis retourné et j'ai été horrifié de la voir complètement avalée, seul son bikini étant recraché par le monstre. Furieux, je l'ai poursuivi tandis que le monstre courait en se transformant en roue pour accélérer. À l'intérieur de son ventre, Dora était constamment et vertigineusement tourbillonnée. J'ai pensé en secret, n'est-elle pas très forte ? Pourquoi ne trouve-t-elle pas un moyen de échapper ? La vérité est qu'un esprit invoqué, lorsqu'il est séparé de son maître, perd presque toute sa puissance. Le monstre a fondu sur la zone de la foire au club, ce qui m'a fait croiser par inadvertance le frère de la fille dont j'avais rejeté les avances hier. En réalisant que les deux frères étaient des maîtres en arts martiaux, j'ai su que J était en grand danger. Cependant, le faible appel à l'aide de Dora m'a obligé à tout abandonner et à foncer, laissant les deux frères furieux. La voix de Dora devenait de plus en plus faible, me faisant craindre qu'elle ne soit digérée si je tardais. Soudain, une voix étrange a retenti, accompagnée de l'apparition d'un inconnu. Cette personne semblait bien connaître la situation actuelle, et a même laissé entendre que je possédais une puissance latente. Mais finalement, il était qu'un membre du club qui recrutait. Au même moment, j'ai aperçu une créature familière ressemblant à une fleur mobile, et j'ai sauté par-dessus la tête de l'homme pour la poursuivre. Mais en l'attrapant, j'ai découvert que ce était qu'une personne faisant du cosplay en fleurs. Impuissant, je me suis concentré pour écouter la voix de Dora une fois de plus, et j'ai réalisé que le monstre l'avait emmenée à un concert animé. Le fait de pouvoir la contacter à ce moment-là l'a aidé à retrouver une partie de sa force. Mais elle s'est vite affaiblie. Alors que J était désespéré, une idée a surgi dans mon esprit. Si la fleur carnivore avait emmené Dora, ne serais-je pas sorti d'affaire ? Entendant ces mots insouciants, Dora a explosé de colère, a repris ses esprits et a déversé toute sa fureur dans le ventre du monstre, le faisant se tordre violemment. Grâce à cela, j'ai pu suivre sa position. Plus je m'approchais, plus la puissance de Dora devenait forte, et finalement elle est sortie de la gueule du monstre nu, l'a immédiatement vaincu, ce qui m'a fait reculer de peur. Le monstre, non seulement n'est pas mort, mais s'est enfui en creusant le sol, a trouvé une mystérieuse jeune femme, et s'est arrêté à côté d'elle, comme pour les provoquer. Dora, en colère, voulait continuer à se battre, mais l'autre jeune femme s'est contentée de tourner froidement le dos, puis s'est soudainement téléportée, et a disparu, les laissant tous deux stupéfaits. Dora n'a pu que ravaler son ressentiment. Je lui ai doucement caressé la tête pour la réconforter, en disant que cette personne, n'était pas un adversaire facile. Elle s'est demandé comment j'avais pu deviner que cette personne était la véritable forme du monstre. J'ai simplement expliqué.
Les gens ordinaires ne peuvent pas voir les esprits. Donc quelqu'un qui peut attaquer soudainement est forcément un invocateur. De plus, lorsque la fleur carnivore est apparue, personne d'autre que nous ne l'a vue, prouvant que c'est, était une entité spirituelle. Une entité spirituelle ne peut pas rester trop longtemps, loin de son maître, sans perdre sa puissance. Par conséquent, sa véritable forme doit être à proximité. J'ai aussi remarqué que la jeune femme portait une tenue haut de gamme, faite sur mesure, ce qui indiquait qu'elle venait d'une famille influente. Plus important encore, les boucles d'oreilles avec le symbole de la rose noire étaient le signe de la grande famille qui possédait l'école où J étudiait. Par conséquent, la véritable puissance de cette invocatrice était sans aucun doute supérieure. Il s'est avéré que J était la cible du directeur de mon école, et la jeune femme avait été envoyée pour me maîtriser. Aux yeux de tous à l'Omenna, école, cette invocatrice était comme une déesse, en raison de son charme et de son attitude froide. Peu après, elle est entrée avec audace dans ma salle de classe, a résolument posé une lettre ornée d'une rose noire sur mon bureau et est partie. Mes amis étaient tous jaloux, pensant que j'avais trouvé grâce aux yeux de la déesse, mais seul moi étais inquiet. Après les cours, j'ai été arrêté par le frère de la fille qui m'aimait secrètement. Il m'a reproché avec colère non seulement d'avoir rejeté les sentiments de sa sœur, mais maintenant aussi d'oser voler le cœur de la déesse. Dora, elle, était excitée, pensant que J était devenu célèbre. Mais je me suis contenté d'ignorer les commérages et de me diriger vers la forêt, comme indiqué dans la lettre. Là, j'ai rencontré Muo assise sur un arbre, elle a dit quelques mots puis est partie. Les élèves curieux qui me suivaient ont été soudainement bloqués par les branches des arbres et n'ont pas pu avancer. Quand j'ai atteint le bout du chemin, j'ai vu les troncs d'arbres anciens écartés pour révéler un jardin de roses noires scintillantes où la déesse froide attendait. Dès que Dora a vu son adversaire, elle a voulu se lancer dans un combat décisif. Je l'ai rapidement retenue tout en saluant l'autre jeune femme, et en disant que Dora N était qu'un animal de compagnie que je venais d'adopter et qu'il fallait protéger. Cette phrase a irrité la déesse, elle a immédiatement lancé une rose noire vers nous sans un mot de plus, ordonnant directement à sa bête spirituelle d'attaquer. La puissance du fouet végétal a frappé Dora et moi, nous projetant en l'air. Dora a tenté de dégainer son arme secrète, mais n'a pas eu le temps. Pendant ce temps, je supportais le silence terrifiant de l'adversaire. Lorsque la déesse a lancé son attaque finale, Dora n'a pas eu le temps de réagir, me forçant à me précipiter. Soudain, une lumière a jailli, coupant la main de la plante géante. Étonnamment, l'arme secrète s'est avérée être un couteau de boucher ancien extrêmement tranchant. La déesse est restée calme et a continué d'attaquer. Mais Dora et moi avons rapidement trouvé le point faible, contre-attaqué de front et vaincu le monstre. La déesse, témoin de la chute de sa bête spirituelle, a montré de la déception, mais l'a calmement rappelé. À ce moment-là, Dora, soudainement furieuse, a lancé le couteau directement sur elle, déterminée à ne pas laisser passer cette rancune. Après que Dora se soit précipitée, prête à frapper la déesse avec le couteau, je l'ai arrêtée à temps. Je savais clairement que si je la laissais attaquer, je serais entraîné dans des ennuis, me transformant en criminel. De plus, j'ai réalisé que la déesse nous avait en fait épargnés, sinon les conséquences n'auraient certainement pas été simples. J'ai rappelé à Dora de regarder derrière elle. En l'entendant, Dora, en se retournant, fut si stupéfaite qu'elle se figea comme une statue. Elle a dû changer d'attitude, abandonner son air agressif et faire semblant d'être douce, en flattant pour éviter de causer plus de problèmes. Non seulement cela, mais dans sa confusion, Dora les a même invités tous les deux chez moi, pour essayer les nouilles faites à la main qu'elle prétendait être délicieuses. Cependant, l'animal de compagnie de la déesse a montré une attitude désagréable, raillant que son maître ne ressemblerait jamais à un glouton insignifiant. Mais ironie du sort, dès que ces mots furent prononcés, l'estomac de la déesse gargouilla distinctement, la faisant rougir de honte, tandis que les autres ne pouvaient s'empêcher de rire. Finalement, j'ai officiellement invité tout le groupe chez moi pour un repas que j'avais préparé. Étrangement, les deux personnes qui venaient de se battre férocement étaient maintenant assises à la même table, mangeant joyeusement comme si elles se connaissaient depuis longtemps. Pendant le repas, la fleur carnivore a pris la parole, expliquant que l'incident précédent était dû à la force des choses. C'est parce que le monde des invocateurs est divisé en deux factions, le bien et le mal, et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils doivent prouver leur supériorité par un combat. Elle a ajouté que les invocateurs sont également divisés en deux types. D'un côté, il y a les esprits protecteurs, et de l'autre, les esprits des ténèbres comme elle. Sa maîtresse, cette jeune femme froide, est en fait l'une des protectrices de la ville. Elle m'a même complimenté d'avoir réussi un test difficile. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse finir de parler, Anna, la déesse froide de la rose noire, lui a fourré une cuisse de poulet dans la bouche. Puis elle est rapidement partie. Je l'ai rapidement suivie jusqu'à la cour. Anna s'est contentée d'une brève présentation sans détour, puis m'a tendu une rose noire, disant qu'elle surveillerait chacun de mes mouvements 24 heures sur 24 à partir de maintenant. Cet acte a surpris Dora, qui a pensé que je venais de recevoir une déclaration d'amour. Mais pour moi, le cadeau N n'était pas une expression d'affection, mais plutôt un sceau confirmant que J était étiqueté comme un démon, une personne dont le pouvoir était lié par cette fille. Cette nuit-là, dans son rêve, la ficha a été prise d'un horrible cauchemar qui l'a réveillée en panique.
En ouvrant les yeux, elle se trouva sur le toit le plus élevé d'un immeuble, entourée d'innombrables chats. Elle fit quelques pas, puis sauta soudainement, dans une pose puissante comme une guerrière. Pendant ce temps, en classe, j'ai été complètement surpris lorsque l'espace familier s'est soudainement transformé en un zoo chaotique. Dora, à peine réveillée, fut horrifiée de voir les animaux déchaînés se précipiter. Ils ne se sont pas contentés de détruire les tables et les chaises, mais ont aussi osé attaquer le professeur. Sur la cour de l'aile, école, toutes sortes d'animaux sont apparus. Des autruches courant partout à un grand panda bloquant la sortie de secours. Dans les rues, des chameaux se déplaçaient en troupeau comme s'ils fuyaient un danger. Des singes se sont mis à jouer au basket avec les élèves, et des aigles ont attaqué des présentateurs lors des émissions de télévision en direct. Toute la ville était comme un zoo mélangé et hors de contrôle. Au milieu du chaos, j'ai vu une jeune femme calme marcher parmi les animaux géants. Je me suis immédiatement précipité, les tiré hors de danger, et sans hésiter, je les grondai, disant qu'un acte aussi téméraire était ni plus ni moins chercher la mort. À ce moment-là, Mayaou est également apparue, et je n'ai pas hésité à lui prendre la main, voulant la ramener chez elle, mais j'ai reçu une claque du chat qui m'a surpris. En voyant la jeune femme tirer la langue en me traitant d'idiot, je n'ai pu que rester stupéfait. Quand Dora est arrivée, elle a rapidement réalisé que cette fillenne était pas normale. Pendant ce temps, sur le toit, la fleur carnivore et Anna avaient identifié leur cible. Anna a décidé d'agir rapidement, scellant tous les animaux en un instant. Cependant, la fille chat s'est échappée et a protesté avec véhémence, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'il soit blessé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait osé laisser les animaux semer le chaos dans la ville, elle a répondu avec colère, disant que les humains étaient ceux qui méritaient d'être enfermés, et que les animaux ne devraient pas être emprisonnés. Une bataille féroce a éclaté. La fille chat a attaqué avec ses griffes. Hannah a esquivé habilement, mais a tout de même reçu une égratignure sur le visage. Bien qu'elle ait scellé les pieds de son adversaire et l'ait fait tourner comme une toupie, Hannah n'a pas pu la maîtriser. L'adversaire changeait constamment de forme, se transformant tantôt en un léopard rapide comme lent, éclair, tantôt en un ours géant, rendant le combat de plus en plus intense. Hannah a été contrainte de lancer son atout, invoquant une fleur carnivore améliorée pour une attaque incessante. De l'extérieur, Dora et moi tremblions de peur, et commencions le spectacle comme s'il s'agissait d'un match de haut niveau, pariant même sur qui allait gagner. Mais lorsque le grand ours fut écrasé, ses fragments se transformèrent en loups, se lançant à l'attaque, et blessant même Hannah. Finalement, elle contre-attaqua avec fureur, neutralisant tout, mais son adversaire S était transformé en un cobra géant, continuant de foncer. Les deux parties étaient épuisées, mais personne ne voulait s'arrêter. Je craignais que si la situation perdurait, l'issue ne serait que tragique. Je demandai rapidement à Dora si elle avait une arme pour les arrêter sans causer de dégâts. Dans ce moment périlleux, nous avons uni nos forces pour utiliser les chaînes D, âme juste à temps pour arrêter le combat. Ce n'est qu'alors que je compris que Mayaou était la véritable forme de la fille chat. Je ne la laissais pas s'expliquer davantage, me concentrant uniquement sur le pansement de ses blessures. Dans ses yeux étincelants apparut le souvenir de notre première rencontre, lorsqu'elle était blessée, et je l'avais patiemment soignée, malgré son tempérament imprévisible. Ce souvenir la fit mordre doucement ma main, y laissant une marque. À partir de là, un lien spécial semblait être formé entre nous. Finalement, le chaos fut maîtrisé lorsque Dora annonça que tout le monde devait ranger ensemble. Cependant, la fleur carnivore insistait toujours pour que Mayaou soit livrée. Considérant cela comme la seule condition pour que tout se termine vraiment, je persistais à protéger Mayaou, espérant pouvoir prendre soin d'elle jusqu'à ce que ses blessures guérissent et que le reste soit discuté plus tard. La fleur carnivore ne céda pas, déterminée à s'approcher pour capturer Mayaou, mais fut immédiatement arrêtée par Dora. Dora conseilla doucement que tout pouvait être discuté calmement, car tout le monde avait des blessures considérables, et retourner se faire soigner serait le choix le plus judicieux. La fleur carnivore manifesta son mécontentement, se tournant vers Hannah, espérant trouver son approbation. Cependant, Hannah garda un visage froid et impassible, se contentant de dire de laisser les choses en l'état. Avant de partir, elle n'oublia pas de me rappeler que je faisais fausse route, que j'avais choisi les mauvais compagnons et les mauvais ennemis. Ceci dit, Hannah tourna les talons et nous laissa là. Cette nuit-là, les nouvelles firent état du chaos causé par des animaux en fuite, annonçant que la situation était sous contrôle. Après avoir entendu cela, je me demandais si les animaux, tout comme les humains, pouvaient devenir des invocateurs. Mayaou expliqua qu'il s'agisse de chiens, de chats ou des créatures les plus détestées, tous pouvaient devenir des invocateurs. Elle se vanta même d'avoir invoqué d'innombrables animaux puissants, voire rares. Mais dans son cœur, la personne la plus redoutable restait toujours son frère. Cependant, chaque fois qu'elle mentionnait son frère, ses yeux s'empreignaient d'une légère tristesse, comme si elle se remémorait un vieux souvenir. Dora réalisa rapidement que le but de Mayaou en apparaissant ici était de retrouver son frère, en suivant ses traces. Elle était arrivée dans cette ville, mais avait temporairement perdu ses capacités d'invocation, suite à de graves blessures. Heureusement, en errant, elle avait été aidée par moi.
Mayaou croyait que son frère cherchait délibérément à l'elle Procoen. Éviter. C'est pourquoi elle pensait que si elle causait un peu de problème, il serait forcé d'apparaître, mais elle regrettait maintenant ce qu'elle avait fait. Je lui caressais simplement la tête en douceur, la rassurant qu'elle retrouverait son frère tôt ou tard. Mais pour l'instant, le plus important était de se remettre de ses blessures. Ils ignoraient que toute leur conversation avait été écoutée par des oiseaux noirs à l'extérieur, dont le maître était un homme aux cheveux blancs avec une cicatrice. Le lendemain matin, alors que Dora et Mayaou étaient absorbés par leur jeu, je fus réveillé par la sonnette qui n'arrêtait pas de retentir. En ouvrant la porte, je fus surpris de voir un groupe d'hommes au physique étrangement imposant, comme des gardes du corps. Reconnaissant l'emblème sur leur poitrine, je me sentis immédiatement mal à l'aise. Ils dirent qu'ils venaient m'inviter à dîner avec la jeune demoiselle. Au début, je voulus refuser, mais avant que je n'ai pu finir ma phrase, ils sortirent leurs armes pour me menacer. N'ayant d'autre choix, je fus escorté dans un hélicoptère. À l'atterrissage, Anna et la fleur carnivore attendaient déjà. Dès qu'elles se rencontrèrent, Dora et Mayaou commencèrent à se disputer avec la fleur carnivore. Anna invita simplement le groupe à entrer. La scène à l'intérieur laissa tout le monde stupéfait. Tout était somptueux et vaste, avec des systèmes de sécurité installés partout et même des clôtures électriques magiques pour protéger elle, énergie spirituelle. Les domestiques s'affairaient à tailler des bonsaïs. Et la personne que j'avais prise pour quelqu'un qui urinait était en fait chargée d'arroser et de fertiliser les plantes. Cette bizarrerie nous donna, à Dora et à moi, envie de nous faufiler dehors. En chemin, nous avons croisé un chef qui préparait de la viande à rôtir et tous les ingrédients étaient des âmes de différents systèmes. Dora était confuse, ne sachant pas combien d'invocateurs se trouvaient dans cette maison. La fleur carnivore répondit qu'il n'y en avait qu'un, et que C était la personne qu'ils allaient rencontrer. En entrant dans le bâtiment, le groupe rencontra une statue divine majestueuse, représentant le légendaire chef des protecteurs. Dès que je posai le pied sur les escaliers, je fus surpris d'entendre une voix résonner de la statue. En un instant, le décor environnant disparut, remplacé par une zone désolée où une femme aux cheveux blonds se tenait sous un arbre, m'appelant sans cesse. Je tendis la main voulant m'avancer, mais Dora me frappa immédiatement fort à la tête, me ramenant à la réalité. La douleur lancinante me désorienta, et à ce moment-là, Anna nous conduisit à la pièce où grand-père attendait. La fleur carnivore le présenta comme le patriarche du clan de la Rose Noire. Dora me chuchota qu'il ressemblait à un vieil homme ordinaire. Cependant, dès qu'il agita la main, l'aura qu'il dégageait stupéfia tout le monde. Puis, il commença à raconter l'origine de toutes les âmes. Dans les temps anciens, tout était né d'un cristal, et les humains se sont constamment battus pour le posséder. À partir de là, le monde des invocateurs fut divisé en deux factions. L'une perpétuait le pouvoir naturel, maintenant elle, équilibre du monde, et était appelée les protecteurs. L'autre côté était prêt à utiliser tous les moyens pour monopoliser le pouvoir, et était appelé les destructeurs. Il croyait que la rencontre de mon groupe avec lui était le destin, et tôt ou tard, je devrais choisir entre devenir un protecteur ou un destructeur. Quand il demanda, avant que je n'ai pu répondre, Dora et Mayaou commencèrent à faire du chahut. Finalement, je pris la parole, disant que tout ce que le vieil homme venait de dire ne me concernait en rien. Parce que depuis mon enfance, ma mère m'avait dit de ne pas m'impliquer dans le monde souterrain, et mon père m'avait toujours rappelé que la voie du meurtre n'avait pas d'avenir. Le vieil homme se contenta de sourire, puis révéla que mes parents m'avaient abandonné à pleine, âge de 5 ans, me laissant dépendre des autres jusqu'à ce que je sois autonome. Il savait aussi que Ger était un bon élève, obligé de faire 2 boulots à la fois, et que j'avais même teint mes cheveux pour cacher ma couleur blonde naturelle. Il ajouta qu'une insécurité persistait en moi, et que les photos de mes parents étaient soigneusement gardées dans mon portefeuille. À ces mots, je me tus tandis que Dora, mi-incrédule, mi-curieuse, fouilla dans mon portefeuille, et y trouva en effet une photo de famille avec le petit garçon blond, qui était moi enfant. Quant à Mayaou, le vieil homme toucha aussi juste en disant qu'elle recherchait son frère. Mais cette personne est maintenant un criminel recherché mondialement, un membre des destructeurs, célèbre dans le monde du terrorisme et de l'assassinat. Anna l'interrompit immédiatement, rappelant à son grand-père qu'il avait peut-être trop révélé. Tout le monde fut stupéfait, les visages pâles. Le patriarche nous proposa ensuite de rester quelques jours au château pour en savoir plus sur le passé et le présent des invocateurs, mais Dora s'y opposa, rappelant que je devais encore aller à la école demain. Il se contenta de sourire, disant de ne pas oublier qu'il était le directeur. Je restais sans voix, me lamentant intérieurement que Sai était vraiment un vieil homme effrayant. Lorsque la nourriture fut servie, Dora ne put s'empêcher de saliver d'envie, ce qui fit rire le patriarche, louant la jeune fille de être vraiment intelligente et malicieuse, mais de ne pas avoir deviné l'attribut de elle, âme. Louée, elle fut ravie, le nez retroussé de fierté, et admit que sa philosophie de vie se résumait à prendre soin de son apparence. Le patriarche, curieux, ayant entendu dire que sa forme complète était très spéciale et attrayante, exprima le désir d'en être témoin. Dora, embarrassée, mais mi-plaisantant mi-sérieuse, dit que comme il était un bel homme âgé, elle le lui montrerait plus tard. Soudain, il sentit quelque chose d'étrange, et en effet, une attaque furtive venue de loin arriva.
Heureusement, il réussit à la désamorcer à temps. La lumière S éteignit et une personne masquée apparut, un vieil adversaire, qu'il appelait le Destructeur. Le combat éclata immédiatement, et en quelques coups seulement, le toit du château s'effondra. Voyant la situation critique, le patriarche ordonna à Anna d'évacuer mon groupe. Pendant qu'il lui donnait l'ordre de me protéger à tout prix, mais avant qu'il ne puisse échapper, ils assistèrent à la destruction totale du domaine. Les âmes furent successivement anéanties par une mystérieuse femme. Anna fut forcée d'entrer dans le combat, But fut presque touché. Même moi, je me trouvais en situation dangereuse. Pendant ce temps, Mayaou réalisa que cette personne lui était familière. Il s'avéra que C était le frère qu'elle cherchait depuis si longtemps. Elle reprit sa véritable forme, s'approchant avec de nombreuses questions. Mais ce frère familier n'hésita pas, attaquant immédiatement sa propre sœur. En voyant Mayaou s'effondrer, je me suis immédiatement précipité pour affronter cet ennemi. Cependant, à ce moment-là, une ombre noire est apparue soudainement dans mon esprit. Après un seul coup de épée, tout le paysage environnant est devenu étrange. Mon corps semblait être revenu à l'âge de 5 ans. Devant moi se trouvait l'arbre ancien géant familier. Et de derrière, j'ai entendu la voix chaleureuse de ma mère, puis j'ai senti ses bras m'enlacer tendrement. Avant que la scène ne puisse se calmer, elle s'est immédiatement transformée, alors que la femme se changeait progressivement en une forme anormale qui voulait me tuer. En fait, Dora ne pouvait pas retenir ses larmes d'inquiétude pour ma vie. Tandis que le chef de tribu se battait toujours de toutes ses forces contre le Destructeur, Anna seule résistait à cette femme folle, mais elle était clairement épuisée. Profitant du fait que Anna était gravement blessée, une autre personne a lancé une attaque furtive par derrière. J'ai entendu un cri de la part de la plante carnivore. Le grand-père a rapidement neutralisé cette personne, puis a utilisé la magie de guérison pour sauver sa petite fille. Cependant, avec une main pour soigner et l'autre pour défendre, il pouvait difficilement bloquer les attaques féroces du Destructeur. Finalement, ils ont exercé une pression alternative, faisant tomber le chef de tribu. Dans ces derniers instants, l'image de sa petite fille bien-aimée est apparue soudainement comme un éclair de lumière, ravivant sa volonté et sa force avec une intensité féroce, ses yeux émettant des faisceaux de lumière comme des éclairs électriques traversant le ciel. Sa puissance unique a été invoquée, et la bataille est devenue équilibrée. Cependant, ce n'était pas suffisant, car le chef de tribu a été rapidement exploité par le Destructeur pour sa faiblesse et vaincu. L'ennemi a même retiré son âme de l'intérieur et l'a impitoyablement écrasé. Face à cette scène horrible, la plante carnivore et Dora ne pouvaient que rester figées sous le choc, impuissantes à regarder l'ennemi éloigné. Après cette catastrophe, mon équipe était les seuls survivants. Les nouvelles ont immédiatement annoncé que le château de la Rose Noire, situé en périphérie, avait été rasé en une seule nuit. Dora était tellement en colère qu'elle voulait avaler la télécommande. Alors que la plante carnivore pleurait et était déterminée à soigner son maître à tout prix, Mayaou ne pouvait cacher sa déception, en réalisant que le frère qu'elle cherchait depuis si longtemps était en fait l'ennemi. Je suis resté silencieux, sachant que notre force actuelle était absolument insuffisante pour les affronter. Si nous nous battions à nouveau, les chances de survie seraient presque nulles. Me voyant fixer mon téléphone, Dora était tellement en colère qu'elle a renversé la table, pensant que je ne faisais que jouer, sans réaliser que j'essayais en fait de trouver des indices. Sur internet, j'ai découvert une vidéo enregistrant toute la bataille de la nuit dernière. Apparemment, quelqu'un avait utilisé un satellite pour enregistrer et diffuser en direct à partir des traces laissées. J'ai également retracé le compte qu'il avait posté, une personne qui publiait fréquemment des articles sur la recherche de l'invocation de maître. Cette personne avait même écrit une longue série d'articles intitulés « Mon plus adorable maître invocateur ». Bien que les dessins fussent maladroits, le contenu décrivait la vie quotidienne d'un invocateur avec une précision et un détail extrême, me faisant soupçonner que l'auteur était en réalité un véritable invocateur. En y pensant, j'ai réalisé que si nous pouvions la trouver, cela pourrait être la clé de notre contre-attaque. Après enquête, j'ai appris qu'elle apparaîtrait à une séance de dédicace qui devait avoir lieu ce jour-là. Toute l'équipe s'est immédiatement préparée à partir, laissant la plante carnivore s'occuper de Anna. Même si je l'affrontais et l'agaçais souvent, j'avais décidé au fond de moi que ceux qui avaient blessé Anna paieraient. Pendant ce temps, le système ferroviaire a annoncé en urgence que les trains ne s'arrêteraient pas aux gares désignées sur demande. Cependant, la jeune fille a quand même facilement ouvert la porte d'un train à grande vitesse pour en sortir. Non seulement cela, mais elle pouvait aussi prendre librement du Coca-Cola gratuit dans les distributeurs automatiques, et même se déplacer entre les étages à volonté. Un autre de ses étranges passe-temps était de transformer tous les écrans des grands immeubles en images d'elle-même. Mayaou a identifié la cible tandis que Dora a imprudemment pensé que même une seule brique pourrait abattre ce petit corps, mais j'ai averti qu'il ne fallait absolument pas la sous-estimer, car l'adversaire pourrait être plus forte qu'on ne l'imaginait. Nous avons dû attendre des heures à la séance de dédicace, mais l'auteur n'est pas apparu. La jeune fille était découragée, se blâmant de ne pas être assez célèbre jusqu'à ce qu'elle découvre soudainement quelqu'un lisant sa bande dessinée. Folle de joie, elle a décidé de faire une promotion. Achetez en 1, obtenez en 10 gratuitement. Je n'ai pas hésité, j'ai sorti mon argent et j'ai acheté toute la pile de livres pour ma collection. La jeune fille était presque parvenue à son objectif parfait, mais a rapidement réalisé ma présence, connaissant même mon nom et devinant la position de Dora qui se cachait dans la poubelle et de Mayaou qui se dissimulait dans l'arbre.
Tout le plan méticuleusement élaboré par elle, Équipe s'est effondré lamentablement. Dès la rencontre, Dora a immédiatement mis un couteau sous la gorge de la jeune fille, l'interrogeant sur une série de questions, y compris des questions sans rapport comme ses mensurations ou son numéro de carte d'identité. Finalement, elle a reçu un coup de poing retentissant de ma part sur la tête. La jeune fille s'est présentée comme Stan, répondant calmement à toutes les questions, même prête à révéler son adresse et son numéro de carte d'identité. Sa capacité spéciale, comme elle l'a admis, était de naviguer sur son téléphone aussi vite que le vent. Initialement, Équipe a sous-estimé ce talent étrange, mais après avoir entendu Stan révéler que les destructeurs de la nuit dernière n'étaient pas 5, mais 7, tout le monde était stupéfait. Curieuse, Dora a immédiatement arraché le téléphone pour l'essayer, puis a été surprise de voir d'innombrables données des caméras de surveillance à l'intérieur, au point de s'exclamer que quiconque le possédait était rien d'autre qu'un pervers en maraude. Mayaou s'est approché avec enthousiasme pour voir. Mais encore plus surprenant, le téléphone pouvait également émettre des bips d'alerte, et même appeler automatiquement la police si le niveau de danger augmentait. Au moment où Stan expliquait, il a émis un signal et peu après, une violente explosion a failli envoyer toute l'équipe au ciel. Stan a rapidement analysé, annonçant que la zone autour d'eux comptait 60 civils et 4 cibles suspectes signalées. Réalisant que l'ennemi était à quelques centaines de mètres, elle s'est immédiatement enfuie à toutes jambes, forçant le reste de équipe à la suivre. Se demandant pourquoi l'adversaire l'a ciblée, Stan a seulement dit honnêtement que même elle ne le savait pas. Il pourrait s'agir de trafiquants d'armes russes, d'agents de renseignement américains, ou même d'escrocs cambodgiens qui arrachent des grenouilles. Toute possibilité était plausible. En entendant cela, Dora ne pouvait que rester sans voix face à l'insouciance de cette jeune fille. Stan a ajouté que plus on est puissant, plus on a d'ennemis, et c'est pourquoi. Équipe a été stupéfaite de voir que les adversaires étaient en fait des créatures bizarres qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. Alors que Stan indiquait calmement que s'ils sautaient simplement par-dessus la clôture devant eux, une voiture les attendrait. Je ne pouvais cacher ma surprise face à la technologie de la voiture autonome que Stan contrôlait simplement avec son téléphone. Pendant ce temps, Dora, assise à l'arrière, a paniqué en annonçant que l'ennemi les suivait de près. Basé sur le logiciel de Stan utilisé pour scanner et en reconnaissant l'insigne de l'adversaire, tout le monde a immédiatement su qu'ils étaient des destructeurs. Dora était tellement inquiète qu'elle pensait que toute équipe irait bientôt au ciel. Mais Stan l'a repoussée, lui disant de ne pas avoir de faux espoirs, car elle était la véritable cible. Il s'est avéré que Stan avait infiltré le serveur du quartier général du destructeur et avait été découverte. Depuis lors, il la suivait en secret depuis des mois. En entendant ce que Stan disait, j'ai commencé à la regarder d'un autre œil. Mais Stan elle-même ne semblait pas s'en soucier beaucoup. Elle a expliqué que les âmes mécaniques étaient que des âmes de bas niveau, gérées par une féroce chef dans le camp des destructeurs. Bien qu'ils puissent fonctionner indépendamment lorsqu'ils sont loin de leur invocateur, Stan avait bloqué leurs signaux radio, rendant impossible l'appel à l'aide. Selon Stan, leur puissance et leur intelligence étaient toutes deux limitées. Cependant, je ne le ressentais pas ainsi, car leurs attaques étaient extrêmement dangereuses, et ils étaient même assez intelligents pour crever les pneus. Stan était incrédule, soupçonnant qu'il pourrait s'agir d'une version améliorée. Dans cette situation tendue, Mayaou et Dora furent chargés de les affronter directement. Mais leurs deux attaques furent facilement évitées. Ce n'est qu'avec la coordination de Stan que l'équipe a réussi à abattre un seul ennemi. Mais derrière lui est apparue toute une horde âmes mécaniques les poursuivant à une vitesse terrifiante. Elles ont rapidement encerclé la voiture, tirant sans relâche. Heureusement, j'ai eu le temps de créer un bouclier sacré pour protéger équipe, mais l'adversaire est immédiatement passé à l'artillerie lourde, me faisant presque perdre le contrôle. Stan ne pouvait que murmurer des prières à ce moment-là, espérant qu'il n'avait pas d'armes explosives. Dès qu'elle a fini de parler, l'ennemi a exposé son arsenal d'armes lourdes. Heureusement, les balles ont raté leur cible. Équipe pensait être la cible, mais a ensuite réalisé que l'adversaire visait à détruire la route devant eux. En un instant, leur voiture a plongé directement dans la falaise. Dora a rapidement déployé ses ailes pour les sauver, mais en raison du poids excessif, son corps a rapidement rétréci, faisant tomber tout le monde au sol. Dès qu'ils ont atterri, les âmes mécaniques les ont encerclés de toutes parts. Équipe était presque désespérée, pensant qu'il n'avait qu'à se rendre. Mais grâce à la capacité spéciale de Stan, elle a immédiatement trouvé la voiture la plus proche avec son téléphone. Était un camion géant qu'elle a conduit pour percuter toutes les âmes des machines, laissant tout le monde bouche bée de surprise. Cependant, l'ennemi n'était pas encore entièrement détruit, obligeant Stan à se consacrer sérieusement à la tâche. Le camion géant s'est soudainement transformé, devenant une arme extrêmement puissante entre ses mains. En quelques mouvements seulement, Stan a maîtrisé et remporté la victoire. Mais ensuite, une forte odeur d'huile s'est dégagée, faisant réaliser à Stan que son précieux véhicule fuyait du carburant et était sur le point d'exploser. En un instant, elle fut projetée à des dizaines de mètres, tombant lourdement. À ce moment-là, sa perruque est tombée, révélant son véritable visage, ce qui m'a soudainement rappelé que si
était l'individu étrange que j'avais rencontré lors de l'activité du club. Dora s'est immédiatement emparée de la perruque pour l'examiner. Ensuite, avec Mayahu, ils l'ont tous deux réprimandé, le traitant de pervers. Stan rougit en expliquant que le déguisement était nécessaire pour devenir un invocateur. Ensuite, j'ai tendu la main pour inviter Stan à rejoindre le groupe, espérant qu'il pourrait devenir nos yeux de soutien. Stan a trouvé l'idée de voyager avec mon groupe intéressante et a accepté. Il a ensuite conduit tout le monde à sa base mobile. Là, Stan nous a montré une carte spéciale, fruit de nombreuses années d'observation satellitaire, qui enregistrait toutes les activités des ondes spirituelles à la surface de la Terre. Sur la carte, les points bleus représentaient les âmes invoquées non éveillées, tandis que les points rouges indiquaient les activités des destructeurs. En faisant défiler la chronologie, tout le monde a clairement vu les points bleus être progressivement engloutis par les points rouges, prouvant que la faction des destructeurs s'appropriait continuellement le pouvoir d'invocation. Stan a également souligné qu'au cours des dernières années, le nombre d'âmes éveillées et de conflits avait considérablement augmenté, étant particulièrement dense à des moments comme la nuit chez Anna, où d'innombrables âmes ont été éveillées simultanément. Dora était curieuse de connaître la signification du 17. Et je me suis soudain rappelé que C était le jour où j'avais invoqué Dora. Stan ne croyait pas aux coïncidences, alors il a immédiatement interrogé Dora sur sa véritable identité. Tous les regards se sont tournés vers elle, la rendant confuse et évasive. Voyant cela, Stan a temporairement laissé tomber et a décidé d'emmener le groupe au manoir de Anna pour trouver d'autres indices. Grâce à son logiciel d'enquête, Stan a reconstitué toute la scène, découvrant ainsi la présence d'un invocateur de type spatial, ainsi que les traces d'une seconde bataille qui avait eu lieu dans le jardin. Les images ont révélé une assassin nommée Dim, une invocatrice de type feu spécialisée dans les armes à feu et les explosifs, au style brutal. À ses côtés se trouvait le frère de Mayahu, un assassin de type animal, nom de code NHA, qui commandait une volée de corbeaux pour des missions de reconnaissance. Quand Stan m'a interrogé sur mon expérience être terrassé, je me suis seulement souvenu être retrouvé dans un endroit étrange, à la fois inconnu et familier, comme un cauchemar lié à ma mère. Stan a ensuite découvert la trace d'une cinquième personne, une assassin capable de manipuler les esprits, qui m'avait manipulé. Bien qu'en état d'invisibilité, Stan a tout de même pu reconstituer une image floue. Le sixième assassin était une femme nommée Anne, spécialisée dans le système d'illusion, froide et capable de tuer en un seul coup. Quant au septième individu, le boss final de la faction des destructeurs, il était le véritable assassin qui avait tué le grand-père de Anna. Il possédait le pouvoir d'absorber les âmes et les esprits. Tel un véritable Shinigami, Stan a conclu que leur véritable objectif lors de l'attaque N était pas seulement de tuer, mais aussi de viser le secret caché sous terre. Lorsque le groupe est arrivé sur place, ils ont été surpris de découvrir que le sous-sol du château contenait des milliers d'âmes scellées, un héritage que la famille Anna, en tant que gardien, avait gardé secret, stocké pendant de nombreuses années. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'un jour tout soit usurpé par les destructeurs? Mayahu était amer en pensant à son frère déchu, tandis que Stan affirmait que le grand-père de Anna était l'invocateur le plus puissant qu'il ait jamais rencontré. S'il n'avait pas eu à affronter 7 adversaires en même temps, la situation aurait peut-être été différente. Au cours de l'enquête, le groupe a découvert un fragment du corps de l'ennemi adhérant à des microparticules spéciales émettant un parfum. Mayahu l'a senti et a immédiatement reconnu l'odeur de la fleur de licorice rouge, une fleur rare en ville qui ne pousse que dans une forêt rocheuse à 300 km de là. Stan a en outre confirmé qu'il y avait des traces d'énergie spirituelle à cet endroit, prouvant qu'au moins l'un des 7 destructeurs y avait mis les pieds. Bien que j'ai été vigilant quant à la possibilité d'un piège, le groupe a finalement convenu qu'il était temps de prendre des risques, d'accepter un pari risqué pour trouver des réponses. Pour être apte au combat, le groupe devait d'abord remplir leurs estomacs affamés pour recharger leur énergie. C était un hasard si C était ma spécialité culinaire. Stan n'a pas pu cacher sa surprise devant la simplicité du plat de nouilles que j'avais préparé et pourtant si délicieux. La raison est simple, je suis autonome depuis que je suis petit. Si je n'avais pas su prendre soin de moi, je n'aurais probablement pas survécu jusqu'à présent. Pendant le repas, Stan a soudainement proposé d'en savoir plus sur mon passé. Je pensais n'avoir rien à raconter car avant l'âge de 5 ans, je ne vivais qu'avec mes parents, mais la famille déménageait constamment, donc je n'avais pas d'amis. Puis un jour, mon père a disparu sans un mot d'adieu, et quelques mois plus tard, ma mère est également partie. J'ai été recueilli par des parents éloignés. J'ai pu mener une vie normale jusqu'à présent. Après avoir écouté, Dora m'a doucement réconforté. Pendant ce temps, Mayahu était curieux d'en savoir plus sur Dora. La fille a timidement partagé qu'elle existait en réalité depuis 3 millions d'années, mais que ses souvenirs étaient extrêmement rares. Il ne restait que quelques fragments vagues, comme des bribes de souvenirs brisés. Plus elle essayait de se souvenir, plus sa tête lui faisait mal. Stan a avoué avoir secrètement scanné son corps et découvert quelque chose de très étrange dans son cœur. Ce N n'était pas de l'amnésie, mais cela semblait avoir été scellé. Cela m'a rendu encore plus mal à l'aise. Alors que l'ambiance devenait tendue, Dora a plaisanté, se comparant à une héroïne de drama coréen avec un cœur verrouillé. Après avoir mangé et être reposé, le groupe a commencé un nouveau voyage. Le véhicule de Stan ne pouvait les emmener que à l'orée de la forêt. Le reste du trajet devait se faire à pied.
Devant eux se trouvait un étrange paysage de forêt rocheuse, qui a surpris tout le monde sauf Dora, qui se sentait mal à l'aise. Ce sentiment venait du fait qu'elle était appelée une déesse, mais qu'elle était forcée de porter Stan comme une princesse. Selon la carte satellite de Stan, il y avait une entrée mystérieuse ici, ce qui signifiait qu'il y avait peut-être des gens qui y vivaient. Cet endroit abritait autrefois un village animé, mais il y a 10 ans, tout le village a disparu de la carte. Depuis, des rumeurs de disparition mystérieuse de passants se sont répandues, faisant trembler Dora de peur quand Stan racontait l'histoire, l'obligeant à se cacher derrière moi. Peu après, mes yeux ont aperçu une zone rouge devant. Lorsque nous avons couru, nous avons vu une mer de fleurs de Lycorie rouge éclatante, Lycoris radiata, et une petite maison. Stan a vérifié et n'a détecté que de faibles ondes spirituelles. À ce moment-là, Mayahu a tiré le groupe pour se cacher. Ils ont entendu quelqu'un sortir, mais ce N était qu'un grand homme qui labourait la terre pour planter des fleurs. Observant Alelrel, œil nu, Mayahu a confirmé qu'il Sheken était qu'un agriculteur ordinaire. Comme le signal téléphonique était faible ici, Stan n'a pas encore pu enquêter. Pendant que Dora insistait pour sortir se battre, je l'ai arrêté. Quand l'homme a eu fini son travail, il est rentré silencieusement pour préparer son petit déjeuner solitaire. Mais la scène dégageait une atmosphère paisible. Mayahu a ensuite ressenti la chaleur étouffante, devinant qu'une tempête approchait et exhortant tout le monde à agir rapidement. Dora, qui paraissait, a soudainement été effrayée par une petite souris des champs, révélant ainsi leur plan. L'homme a même fait signe, les invitant à entrer, alors j'ai décidé d'emmener Dora en premier. L'homme a exprimé sa surprise, car il n'avait pas eu de visiteurs depuis de nombreuses années. Lorsque j'ai mentionné mon groupe, l'homme a semblé confus, car il était le seul à y vivre. Dora a vérifié et confirmé qu'il n'était pas un invocateur, donc leur découverte était due à la souris, pas à sa faute. J'ai exprimé mon désir d'acheter des provisions. L'homme a joyeusement versé du thé pour les invités et m'a même donné un tas de marchandises. Cet enthousiasme a fait penser à Dora qu'il Zardes était trompé de personne. L'homme a parlé de sa vie solitaire ici, avec peu de passages, si bien qu'avoir des visiteurs aujourd'hui le faisait beaucoup parler. Une brise est passée, embellissant le paysage. La mer de fleurs de Lycoris ici a été plantée de ses propres mains. Il y a de nombreuses années, cette terre était que désolation. Les villageois ont travaillé dur pour cultiver, mais n'ont récolté que de l'amertume. Il y avait une fille naïve qui croyait que des fleurs fraîches pouvaient éclore sur des pierres noires. Mais après d'innombrables tentatives, toutes ont échoué. Lorsqu'elle est décédée, l'homme a résolu de poursuivre son vœu. Le ciel et la terre semblaient émus. Les fleurs ont commencé à pousser progressivement, d'une ou deux, jusqu'à transformer cet endroit en une mer de fleurs éclatantes après 10 ans. En entendant cela, j'ai réalisé que la fille était le premier amour de l'homme. Pendant que Stan vérifiait encore, Mayahu a découvert que la tempête était arrivée, avec des vents violents approchant. J'ai rappelé à l'homme de se mettre à l'abri. Mais il est resté immobile, le visage livide, marmonnant à propos des fleurs. Il s'avère que la tornade détruisait la mer de fleurs qu'il avait cultivée avec tant de soin. Sa colère a explosé, déchirant sa chemise vers le ciel. Au même moment, Stan a examiné le corps de l'homme et a immédiatement dit à tout le monde d'agir car il était possédé. L'homme souffrait comme s'il appelait à l'aide, mais ne pouvait pas parler. Puis il s'est progressivement transformé en destructeur. Il m'a repoussé et Mayahu s'est précipité, mais en vain car sa couche corporelle était trop épaisse. Les couteaux et les épées de Dora et moi se sont tous brisés, nous laissant perplexes. Dora avait une arme plus puissante mais avait besoin de ma coordination pour l'invoquer. Mayahu, impatient, a attaqué violemment, mais il a été attrapé par la jambe et projeté au sol, gravement blessé. Le destructeur a commencé à avancer vers Dora et moi. À cette distance, l'équipement de Stan était totalement inutile, mais il s'est courageusement levé pour bloquer le chemin et gagner du temps. Stan l'a appelé avec confiance Lowy, un invocateur du système Terre. Dès qu'il eut fini de parler, il esquiva un coup de poing dévastateur et se téléporta derrière lui. Il a exploité des données, révélant le vrai nom de Maju, 26 ans, atteint de lésions cérébrales et d'un trouble de la personnalité multiple, et également un criminel international de sang-froid. Ces mots semblaient l'avoir provoqué, le rendant fou et projetant Stan au loin. À ce moment-là, le ciel a déversé une pluie d'ossements humains blanchis qui m'ont frappé à la tête et m'ont désorienté. Sous la mer de fleurs, d'innombrables corps, des vieux aux jeunes, étaient enterrés, me faisant comprendre pourquoi le village avait disparu. Stan sentait que la situation empirait. Il m'a exhorté à agir vite, mais je suis resté immobile. Puis, une puissance soudaine a surgi dans mon corps grâce à la transmission de Dora. Avec cette force, je me suis lancé dans une contre-attaque féroce, dominant progressivement mon adversaire. Après des attaques successives, j'ai finalement porté le coup de grâce, brisant la couche de pierre qui recouvrait le corps de l'homme. Stan m'a urgemment dit de détruire rapidement le noyau de Maju, considérant cela comme la fin de tout. Mais contre toute attente, l'oncle Maju a eu un sourire amer, voulant leur laisser un dernier testament. Il a dit qu'il méritait vraiment de mourir, mais qu'il ne pouvait absolument pas mourir aussi simplement, car s'il le tuait, tout deviendrait bien pire après.
Depuis sa naissance, Maju portait une terrible malédiction. Il était possédé par un démon, ce qu'il appelait une âme parasite. Ce monstre prenait le sang, la chair, et même le cerveau humain comme nutriment, rongeant et envahissant son corps pas à pas. Quand il est né, sa mère est morte de complications lors de l'accouchement. Et son père s'est effondré et s'est suicidé quelques années plus tard. Tout le village considérait Maju comme une catastrophe, un monstre vivant dans un monde normal. Il a grandi dans la solitude, battu, enfermé, puis jeté derrière la montagne pour y être abandonné à son sort. Tout le monde pensait qu'il mourrait de faim ou de froid. Mais avec une volonté étrange, Maju a survécu, mangeant de la terre et des pierres pour subsister. Dans les ténèbres du désespoir, il pensait qu'il ne serait jamais considéré comme un être humain, jusqu'au jour où il a rencontré une petite fille. Cette petite fille s'appelait Awa, elle avait une âme pure, innocente et gentille. En le voyant souffrir, Awa n'a pas eu peur, mais a secrètement partagé sa maigre portion de riz avec lui. L'image de lui mangeant gloutonnement jusqu'à Assar, étouffé, a fait éclater de rire la petite fille. Ce sourire était comme le premier rayon de soleil éclairant la vie de Maju. Awa a également promis de continuer à lui apporter de la nourriture, considérant cela comme un secret entre deux. À partir de ce jour, le cœur de Maju a su pour la première fois ce qu'Aroro était la chaleur. Ainsi, jour après jour, Ayawa Zahaka Arabo Abadu Katadu Abadu Urtikul Abadu Abatabadu Urtikulatan, Alamaju Latasa Eng Badajira Tirmianso. Ayawa lui réservait toujours la moitié de son repas. La petite fille avait un rêve innocent. Que sur cette terre rocheuse noire et stérile, des fleurs éclatantes puissent pousser. Même si elle savait que cet arrêt était impossible, elle a persévéré à semer d'innombrables graines, croyant qu'un jour cet endroit se transformerait en une magnifique mer de fleurs. Curieux et ému par sa foi, Maju a timidement demandé à essayer une graine. Étonnamment, quelques semaines plus tard seulement, sur son bras déjà recouvert d'une couche de roche gris-noir, une fleur de licorie blanche avait poussé. À ce moment-là, Awa était si heureuse qu'elle en a pleuré et a serré Maju dans ses bras. C'était la première fois qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qu'il voulait vraiment protéger. Les deux sont restés liés jusqu'à l'âge adulte. Mais le destin était trop cruel. La vie au village est devenue de plus en plus difficile. Les récoltes ont échoué et la famine a fait rage. Les villageois n'ont pas cherché de solution, mais ont plutôt rejeté toutes les fautes sur Maju, croyant qu'il était la cause de toutes les calamités, déterminés à le tuer pour l'offrir en sacrifice aux cieux. Au milieu de la folie des villageois, Awa a risqué sa vie pour le protéger. Bien qu'elle ait été battue, frappée avec des bâtons, et même poignardée à plusieurs reprises, elle l'a serré fort pour le défendre. Le dernier coup de couteau a transpercé son corps. Le sang de ce corps fragile a teint en rouge la fleur de licoris blanche qui venait de s'épanouir. Au moment où il a vu Awa rendre son dernier souffle, le cœur de Maju a explosé. La colère, la douleur et la haine accumulées pendant des années ont éclaté violemment. L'aile, âme parasite à l'intérieur en a profité pour échapper, se mêlant à la haine, le transformant en un véritable monstre. Les chaînes qui le liaient ont été déchirées, et ensuite tout le village a été submergé par un océan de sang. Tout ce qui restait, étaient des cris tragiques, des âmes tourmentées, et un Maju serrant le corps d'Awa. Pleurant amèrement, il a posé la fleur de licoris tachée de sang sur sa poitrine comme un dernier adieu. À partir de ce jour, le sang et la chair se sont mêlés à la terre noire. Sur les amas d'ossements ont progressivement poussé d'innombrables fleurs de licoris rouge, formant une mer de fleurs de douleur. Mais le cœur de Maju était corrompu. Il regrettait et se blâmait d'être celui qui avait tué la seule fille qu'il voulait protéger. Il savait que ses péchés étaient impardonnables, qu'il méritait 1000 morts. Mais il comprenait aussi qu'une fois disparu, l'aile, âme parasite échapperait et sèmerait une catastrophe encore plus grande. La chaîne sur sa poitrine n'était pas le noyau, mais un confinement temporaire, enfermant fermement l'âme maléfique dans son corps. Avant qu'il n'ait pu finir de parler, des ondes spirituelles ont éclaté autour de lui, plus intenses que tout ce que Stan avait jamais enregistré. L'organisation destructrice a également ressenti le choc à distance, convoquant immédiatement tous les membres restants. Ils ont compris que mon groupe avait involontairement brisé le sceau, libérant ce monstre maudit. Se souvenant du premier jour où ils avaient rencontré Maju, alors qu'il était qu'un homme agenouillé dans une mer de fleurs sous la pluie, pleurant comme un enfant, il l'avait exploité, l'avait enchaîné pour contrôler l'âme parasite. Maintenant que la chaîne était détruite, le cœur de Maju a cessé de battre. Son corps est devenu une coquille vide sans âme. Tandis que le véritable monstre était échappé, il a hurlé et attaqué mon groupe avec frénésie. Mayawu a été la première victime, recevant un coup fatal, puis s'effondrant au sol, sous sa véritable forme. Stan a également été projeté au loin, gravement blessé. J'ai tout ignoré, et je me suis précipité pour contre-attaquer, mais sa défense était trop redoutable. Même ma gigantesque lame combinée avec Dora s'est complètement brisée. Je suis tombé, couvert de sang. Dans un état de délire, j'ai vu un espace illusoire, où une entité était fermement enchaînée. Quand je l'ai inconsciemment touché, les chaînes se sont brisées, et une lumière froide a jailli. En réalité, le monstre était approché derrière Dora et moi. Son poing gigantesque s'apprêtait à frapper. Dora, bien qu'épuisée,
s'est précipité pour me protéger. Cette image a coïncidé par hasard avec le souvenir d'Awa dans le cœur de Maju, faisant surgir une dernière lueur de conscience dans son âme profonde. Le monstre s'est arrêté, les larmes coulant, mais son instinct agressif l'a tout de même fait balancer son poing. À ce moment-là, dans le monde des rêves, j'ai fermement saisi la lumière des chaînes. Elle a explosé, se répandant partout. Cette lumière a enveloppé Dora, transformant son corps. Du ciel, une pluie d'un épée est tombée, transperçant le corps du monstre. Dora semblait maintenant être éveillée, ses ailes rougeoyantes déployées, ses cheveux enflammés d'une lumière divine. Seule, elle a lancé le coup final, tranchant à travers le monstre, faisant trembler le ciel et la terre. La lumière du soleil a progressivement éclairé, dissipant les ténèbres. Je me suis réveillé dans les bras de Dora, la regardant fixement comme si elle était une déesse vivante. Voyant que Stan et Mayahu étaient toujours en vie, j'ai été soulagé et j'ai souri. La bataille finale était enfin terminée. Mais Maju n'avait vraiment pas survécu. Je me suis penché, j'ai ramassé une poignée de terre noire, et je l'ai saupoudrée sur l'homme comme un adieu. Juste à ce moment-là, l'organisation destructrice est arrivée. Ne voyant qu'un cadavre froid, ils étaient furieux. Le chef s'est avancé, utilisant son pouvoir pour lire les souvenirs de l'aile, âme de Maju. Après avoir compris toute la vérité, il a déposé une fleur de licorice rouge sur la poitrine de Maju, soupirant comme par empathie, pensant qu'il ne souffrirait plus désormais. Dora et Stan m'ont rapidement aidé, Mayahu et moi, à revenir pour soigner nos blessures. Au moment où il pensait pouvoir se détendre, le téléphone de Stan a soudainement sonné, avertissant d'une vague psychique extrêmement puissante approchant. Tout le groupe a immédiatement tremblé de peur, car il savait que ce N n'était pas un signe normal. Quelques secondes plus tard seulement, une femme est apparue, se téléportant directement vers la voiture. Elle a balancé sa main légèrement comme le vent, mais le résultat a immédiatement coupé la voiture en deux. Dans mon délire, j'ai légèrement ouvert les yeux, percevant immédiatement la présence d'une destructrice. L'adversaire n'a montré aucune pitié, ignorant les graves blessures de ses coéquipiers, et a froidement tué Mayahu et Stan juste devant mes yeux. La prochaine cible était moi. Ils ont utilisé des coupures spatiales pour lier fermement mon corps, le suspendant en l'air. L'appel désespéré de Dora a retenti, mais Johan était plus assez conscient pour répondre. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai réalisé que je flottais dans un espace mystérieux et étrange, appelé la faille temporelle. J'ai voulu parler, mais j'ai constaté que J était complètement incapable de prononcer un seul mot. Un homme mystérieux est apparu, déclarant froidement que J était mort, que tous mes camarades avaient été massacrés par les démolisseurs, et que leurs âmes et leurs souvenirs invoqués avaient été épuisés. La colère mêlée à la douleur m'a poussé à frapper à travers l'illusion devant moi, me reprochant de ne pas être assez fort pour protéger tout le monde. L'homme a soudainement révélé qu'il me donnerait 3 minutes pour tout changer. Quand il a retiré sa capuche, le visage révélé m'a choqué, car j'ai réalisé que C était mon père, qui avait disparu quand J était jeune. Il n'a eu le temps de dire qu'après que tout soit terminé, il m'attendrait à la forge des démons. Puis, une lumière éclatante a englouti tout mon corps. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis réellement retrouvé 3 minutes avant cela. Bien que blessé, je me suis levé, avertissant mes camarades de se préparer avec soin car les démolisseurs arrivaient. Comme prévu, la femme est réapparue, effectuant le même mouvement pour couper le véhicule en deux. Cependant, cette fois, le véhicule était vide, ne cachant qu'une bombe à retardement à l'intérieur. Mon équipe avait changé de véhicule. Elle, équipement de Stan, a signalé que la bombe avait explosé et neutralisé un ennemi, mais il a également averti qu'il ne leur restait pas beaucoup de temps. Les démolisseurs les poursuivraient sûrement. J'ai immédiatement dit Tal, équipe de retourner chercher Anna, mais à leur retour, ils n'ont trouvé qu'une lettre laissée sur son oreiller. Stan a regardé anxieusement l'aile, écran de son téléphone, où 2 informations étaient clairement affichées. La mauvaise nouvelle était que les démolisseurs N étaient que à 2 km d'eux. La bonne nouvelle était qu'il avait emprunté l'avion de Anna, un avion spécial capable de masquer les traces, les aidant au moins à se échapper temporairement. Une fois à bord de l'avion, j'ai ouvert la lettre laissée par Anna, qui disait qu'elle nous attendrait à la forge des démons. Ce nom m'a beaucoup troublé, car il coïncidait avec l'endroit que mon père venait de mentionner. Mayahu l'a trouvé également familier, car auparavant, en cherchant son frère, elle avait entendu dire qu'il s'y était rendu pour s'entraîner. Stan, telle une encyclopédie vivante, a expliqué que la légendaire forge des démons était un ancien lieu saint du monde des invocateurs. Considérée comme la plus grande arène de l'aile, ère primordiale, seuls ceux qui y réussissaient les défis pouvaient passer de simples apprentis invocateurs à de véritables invocateurs. Non seulement les démolisseurs, mais même le grand-père de Anna s'y était entraîné. Stan s'est rappelé que, au plus profond de la forge, se cachait une source d'énergie spirituelle et des trésors inestimables. Cependant, les documents transmis étaient si rares que l'emplacement exact avait été presque oublié. En regardant attentivement les coordonnées dans la lettre, j'ai réalisé qu'elle pointait précisément vers cet endroit. Stan a vérifié et confirmé que la distance était de plus de 7000 km, soit environ 7 heures de vol. Après discussion, toute l'équipe a convenu d'aller directement à la forge des démons pour tenter leur chance. Le vol les a bercés jusqu'à ce que Stan réveille tout le monde.
Un spectacle horrifiant s'est déroulé devant leurs yeux. Des énormes tourbillons sur la mer. Une zone appelée la mer morte. Au fil des ans, d'innombrables avions et navires y ont disparu sans laisser de traces. Stan était excité, convaincu que la légende était vraiment vraie, que ces tourbillons avaient été créés par d'anciens invocateurs pour cacher une barrière, séparant les gens ordinaires de la terre secrète. Après quelques minutes de vertiges et d'étourdissements en traversant la tempête, ils furent surpris de voir le paysage changer. Devant eux se trouvait une île luxuriante, comme un paradis terrestre. Dora a même plaisanté en disant qu'elle voulait sauter dans la mer pour se rafraîchir. Mais l'insécurité dans mon cœur n'a pas disparu. J'ai légèrement froncé les sourcils et Dora s'est approchée pour me rassurer, mais toute l'équipe a sursauté en réalisant que les démolisseurs avaient réussi à les suivre jusqu'ici. La femme a brandi son épée, coupant l'avion en deux, faisant tomber toute l'équipe en chute libre. Dans ce moment de danger, Stan a activé un système, transformant les débris de l'avion en un énorme robot de combat. Toute l'équipe a uni ses forces pour contre-attaquer, mais l'ennemi avait déjà téléporté. Dès qu'ils ont pu souffler, Mayahu a averti de l'apparition du deuxième démolisseur, un spécialiste des armes lourdes qui tirait frénétiquement. Le robot était progressivement détruit tandis qu'un troisième fonçait droit sur eux. J'ai réussi à tirer avec le canon, atteignant la cible. Mais l'adversaire a lâché une série d'oiseaux noirs étranges pour attaquer. Le robot ne pouvait plus tenir. J'ai dû ordonner à tout le monde de foncer directement vers la forge des démons. Mais les démolisseurs étaient juste derrière, et la situation d'urgence semblait sans issue. À ce moment-là, un nouveau personnage est apparu. Une fille aux oreilles de lapin, également la gérante de la forge des démons. Avec une apparence charmante mais un charisme majestueux, elle s'est approchée froidement, brandissant des cartes rouges. Elle a annoncé froidement que leur groupe avait violé les 12 interdits de l'île. Cette apparition a forcé les démolisseurs à s'arrêter. Même quand l'un d'eux a osé lui tirer dessus, elle a simplement agité la main, repoussant l'arme, et a demandé froidement s'il savait que était la forge des démons. Bonnie a utilisé sa beauté enchanteresse pour avertir sévèrement le groupe des règles immuables de la forge des démons. Elle a souligné que la première règle était qu'il était absolument interdit de tuer quiconque en dehors de l'arène, quelle que soit leur haine. S'ils voulaient résoudre le problème, ils devaient quitter l'île. S'ils persistaient à violer cela, qu'ils soient milliardaires, généraux ou personnages puissants, ils seraient quand même forcés de respecter les règles de cet endroit. Bonnie a également réalisé qu'ils étaient tous diplômés de cette forge. Par conséquent, elle n'a pas hésité à menacer que s'ils ne s'exécutaient pas, les superviseurs les forceraient à s'entraîner à nouveau. La femme a voulu protester, mais a été arrêtée par le chef car à la forge des démons, même les plus forts devaient respecter Bonnie. En conséquence, ils durent battre en retraite silencieusement. Quand leurs ombres disparurent, Bonnie changea d'attitude, affichant ouvertement du mépris. Mon équipe poussa un soupir de soulagement d'avoir échappé à un désastre. Stan et Dora la remercièrent avec enthousiasme, appelant Bonnie la fée, avec des compliments sans fin. Elle changea rapidement d'expression, souriant pour les accueillir à la forge, et leur donnant rendez-vous sur la place d'inscription. J'avais beaucoup de questions à poser, mais Bonnie était glissée sur le sable comme un coup de vent, nous laissant stupéfaits. Toute l'équipe ne pouvait que traîner les pieds sur la plage chaude comme le désert, n'ayant pas encore atteint leur destination. Soudain, une voix résonna de l'arrière. Était un homme à califourchon sur un énorme lézard, se présentant comme Richard, un marchand ambulant qui leur proposait de les prendre en stop. Voyant qu'ils étaient tous blessés, Richard se montra intéressé tandis que Dora racontait rapidement que l'équipe avait failli être pourchassée à mort. L'homme s'est contenté de rire, disant « Leur présence ici n'a rien d'étrange, car cette île est fondamentalement un paradis pour d'innombrables criminels et condamnés à mort. » Ces mots ont fait mal comprendre Richard, pensant qu'ils étaient des fugitifs, mais Dora s'est empressée d'expliquer. Richard a ri bruyamment, rassurant que dans la forge des démons, la seule chose qui existait était la loi, sans distinction de bien ou de mal. Pour clarifier, il a raconté la légende ancienne, où la guerre prolongée entre les protecteurs et les démolisseurs avait dévasté le monde. Après ces années tragiques, les deux camps furent contraints de signer un accord de cessez-le-feu. Les invocateurs unirent leurs forces pour créer une île isolée du monde. Depuis lors, tous les conflits étaient portés dans l'arène pour être résolus équitablement selon la loi, tandis que le meurtre était strictement interdit en dehors de l'arène. Richard a comparé la forge des démons aux Jeux Olympiques du monde des invocateurs. L'histoire a aidé mon équipe à comprendre pourquoi les démolisseurs ne les avaient pas tués auparavant. Stan était curieux des conséquences d'une violation, et Richard a affirmé que quiconque enfreignait les règles deviendrait l'ennemi commun de tout le monde des invocateurs. Peu importe leur puissance, ils ne pourraient pas résister. En parlant, ils étaient arrivés à la zone résidentielle de l'île. Dora regardait autour d'elle avec intérêt, tandis que Richard montrait le chemin. À gauche se trouvait l'aéroport et le port. Devant se trouvait la ville de la Forge, et au-delà de la ville principale se trouvait l'entrée de la Forge des démons. Ils furent accueillis par un homme grand dans le bar le plus célèbre de l'endroit. Il était célèbre pour une boisson secrète, que le propriétaire et Richard vendaient en collaboration aux nouveaux venus. Mon équipe ne se doutait de rien. Ils en burent d'une traite et la trouvèrent délicieuse, rafraîchissante, et furent surpris d'apprendre que la boisson avait également des propriétés médicinales. Ils en commandèrent avec enthousiasme, sans réaliser que était un liquide addictif. Quand vint le moment de payer,
Ils furent horrifiés par le prix exorbitant. Mais Richard feignit la générosité et leur prêta de l'argent. Ensuite, il a continué à les guider à travers la ville de la Forge, un endroit animé avec toutes sortes de magasins et regorgeant d'invocateurs. Stan a pris des photos souvenirs avec enthousiasme et toute l'équipe s'est arrêtée dans un magasin de vêtements. Voyant leurs vêtements déchirés, j'ai accepté d'essayer d'acheter. Mais en entrant, ils ont été ébahis par le luxe. Stan s'est extasié sur une robe Lolita. Mayaou admirait les vêtements de chat, et Dora prêtait attention à la lingerie. Je ne pouvais que regarder, me sentant perplexe devant la scène des filles hypnotisées. J'avais juste besoin d'une chemise blanche pour me démarquer. Finalement, tout le monde a choisi un nouvel article, mais ils ont ensuite réalisé qu'ils avaient été trompés, les prix ayant été gonflés grâce à la collusion entre Richard et le propriétaire du magasin. Cependant, tout le groupe était encore joyeux, pensant avoir rencontré un bienfaiteur. Le soir, ils étaient présents au hall d'inscription de la Forge démoniaque. La scène était magnifique, remplie de toutes sortes de personnes, et sur l'estrade se trouvait Bonnie, la bienfaitrice qui les avait sauvés. L'ambiance était aussi animée qu'un concert, ce qui a incité mon groupe à l'encourager également. Bonnie a présenté que tout le monde pouvait choisir l'une des 4 portes pour s'inscrire. Mais pour entrer, chacun devait payer une somme énorme de 2 millions. Ce chiffre a frappé le groupe comme un coup de foudre. À ce moment-là, Stan a calmement payé en premier, ce qui a fait se demander à Dora d'où il tirait autant d'argent, tandis que Stan se contentait de glousser, disant qu'il venait de pirater les comptes de quelques barons de la drogue mexicains. Après avoir dit cela, il a laissé ses coéquipiers pour entrer, laissant tout le groupe stupéfait. À ce moment-là, un homme musclé a pris la parole, se moquant de leur pauvreté et leur disant de s'écarter. J'ai décidé de conduire le groupe à la porte numéro 2, où le critère était de choisir les plus belles personnes. Dora est passée facilement grâce à sa silhouette pulpeuse, elle m'a même pris le bras, m'appelant son maître, ce qui m'a dérouté. Mayaou a également essayé, mais a été sévèrement critiquée pour son apparence. Elle s'est donc dirigée vers la porte numéro 3 pour un test de force physique. Dans un accès de colère, elle a porté un coup de poing puissant et a été acceptée de manière inattendue. À l'intérieur, elle était toujours en colère, alors j'ai dû la réconforter. Ils furent surpris de voir que Richard était également présent. Quand on lui a demandé quelle porte il avait choisi, Richard a franchement opté pour la porte numéro 4, celle de la renommée, où se rassemblaient célébrités, politiciens et même d'anciens chefs d'État. Il s'est avéré qu'il était célèbre dans le monde souterrain, parmi les criminels les plus recherchés au monde. Richard a déclaré que si un invocateur ne pouvait pas passer par l'une de ces 4 portes, il ne serait pas éligible pour participer au test. Dès qu'il eut fini de parler, Bonnie réapparut, annonçant un nouveau voyage. Elle expliqua qu'il se trouvait désormais dans l'arène de la Forge, qui comptait 100 étages. Tous les 10 étages, il y aurait un point de contrôle, et en cas d'échec, il ne pourrait revenir que à partir de ce point. Bien que les premiers étages ne fussent pas trop difficiles, ils étaient suffisants pour décourager de nombreux participants. Richard avait relevé le défi pendant 5 ans, détenant le record le plus élevé au 9e étage. En entendant cela, le groupe ne put cacher sa surprise. Dora déclara avec enthousiasme qu'elle voulait conquérir les 100 étages, ce qui fit rire tout le monde. Peu après, ils furent conduits au premier étage, un hôtel luxueux réservé aux participants pour se reposer gratuitement. Dès qu'elle sentit l'odeur de la nourriture, Mayaou courut rapidement dans cette direction. Le premier match éliminatoire devait officiellement commencer demain, mais de nombreux anciens candidats savaient bien que la compétition avait en fait déjà commencé à cet instant même. Selon les anciens participants, le juge de cet étage était un maître des pièges de renommée mondiale, qui aimait torturer et harceler les candidats malchanceux. On dit qu'il avait l'habitude d'empoisonner la nourriture, provoquant la diarrhée chez des centaines de personnes en même temps, les forçant à abandonner. Plus terrifiant encore, il avait autrefois lâché d'innombrables sangsues au sang de monstres dans les baignoires, provoquant le chaos toute la nuit. Cependant, mon groupe s'amusait toujours dans la piscine, complètement inconscient. Me voyant assis tranquillement dans un coin, tout le groupe s'est demandé pourquoi je ne mettais pas mon maillot de bain. En fait, je n'avais que 16 ans, et je n'étais pas habitué à me baigner avec d'autres, surtout avec un chat spirituel et une personne déguisée, ce qui me rendait timide et me faisait garder mes distances. Cette distance les a fait se sentir méprisés, alors ils se sont tous moqués de moi et m'ont chahuté. Au même moment, l'image de Bonnie est soudainement apparue sur l'écran de télévision de la Forge. Elle s'est présentée comme celle qui allait leur faire découvrir cette arène, soulignant que la guerrière la plus puissante actuellement était Anna, accompagnée de sa compagne, la fleur carnivore de Lucon. Selon Bonnie, Anna avait progressé directement jusqu'au 11e étage, démontrant des capacités exceptionnelles, devenant une nouvelle star et étant même considérée par beaucoup comme une déesse. Lorsque mon groupe a appris cette nouvelle, ils ont confirmé que Anna se trouvait bien à la Forge, et que ses progrès avaient largement dépassé ceux d'avant. Par conséquent, tout le groupe a également compris qu'il devait se battre sérieusement. Après une douche minutieuse, chacun est retourné dans sa chambre pour se reposer. Mais les vétérans chuchotaient que la partie la plus intéressante était sur le point de commencer. En effet, cette nuit-là, tandis que Dora et moi dormions profondément, des bruits étranges ont soudainement résonné dans la pièce. Tous les murs se sont lentement refermés,
et les portes ainsi que les fenêtres ont été scellées. Dora a sorti avec impatience un couteau de boucher pour briser la porte. Mais après quelques coups, la porte est restée intacte tandis que la lame s'est brisée. Ils ont progressivement réalisé qu'il s'agissait d'un piège sophistiqué. Dora a essayé différentes méthodes tandis que le temps passait vite, puis elle s'est soudainement souvenue de sa capacité d'invocation, se disant qu'elle pouvait invoquer n'importe quel équipement, et elle a ainsi invoqué une clé universelle pour ouvrir la porte. Cela leur a permis de échapper et de découvrir que toutes les pièces étaient attaquées. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de Mayahu, ils ont tous deux été horrifiés de voir un cafard vert géant en sortir. Pensant que C était dangereux, Mayahu les a rassurés, expliquant que ce N était qu'une forme spéciale qu'elle utilisait pour échapper facilement. Petit à petit, de nombreuses autres personnes se sont également échappées, des sorcières taille, jusqu'à un enfant doté de pouvoirs de super-héros. Cependant, Stan était toujours introuvable. En regardant la dernière chambre, ils frissonnèrent en voyant du sang échapper. Mayahu suffoqua, pensant que même si Stan n'avait qu'un M4 et était un otaku avec une personnalité étrange, elle espérait vraiment qu'il ne lui était rien arrivé de malheureux. Heureusement, peu après, Stan a soudainement plongé du plafond, déclarant qu'il était échappé par le système de ventilation grâce à sa capacité de course d'endurance. À ce moment-là, une annonce a retenti par le haut-parleur. C était le juge du premier étage qui annonçait que la compétition avait officiellement commencé. Bien que les participants fussent confus, pensant que l'examen était prévu pour demain à minuit, ils comprirent que les règles du jeu avaient été activées. La tâche consistait à survivre et à quitter l'hôtel. Dès qu'il eut fini de parler, une série d'explosions retentit avec des pièges continuellement activés. L'hôtel entier se transforma en un abîme volcanique. Le sol s'effondra, et mon groupe fut entraîné vers le bas. Dora a dû reprendre sa vraie forme pour m'aider à tirer tout le monde en sécurité. Toutes ces actions ont été observées par le juge sur un écran. Il ricana, convaincu que même s'ils sauvaient les faibles, ils échoueraient ailleurs. Pendant ce temps, de nombreux autres participants essayaient de se battre ou étaient en panique et pleuraient, espérant quitter le jeu. Après d'innombrables défis, mon groupe a approché une porte affichant le mot « Sortie », ainsi que des avertissements indiquant que cela pouvait être un piège. En lisant et relisant sans pouvoir distinguer le vrai du faux, le groupe est tombé dans le désespoir. Cependant, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et j'ai risqué d'attaquer la porte. Finalement, elle s'est ouverte et les a menés au point final du premier étage. Le juge au nez de clown a rapporté que seules 30 personnes avaient survécu, 49 étaient blessées et 13 étaient mortes. Ceux qui venaient de Sos, échappés l'ont entouré avec colère, voulant l'attaquer, mais ils ont payé un prix lourd, terrifiant les autres. Il leur a rappelé froidement que, bien que les règles de la forge permettent de tuer les juges, ils devaient connaître leurs propres limites. Puis, il a claqué des doigts, et d'innombrables coffres au trésor sont tombés pour chacun d'eux. À l'intérieur se trouvaient des butins aléatoires. Certains chanceux ont reçu de l'or et de l'argent, tandis que d'autres n'ont malheureusement reçu qu'une vieille botte sans sa paire. Stan a hésité, marmonnant pour lui-même qu'il allait ouvrir un objet divin orange qu'il aimait. Il a récité des incantations au point d'inquiéter Dora. Mais en l'ouvrant, il n'a obtenu qu'un tas de mines lourdes. Le juge a annoncé que le vainqueur du premier prix était Stan, car sa récompense était une bombe à retardement qui ouvrirait le chemin vers elle, étage suivant. Grâce à cela, tous les participants sont passés au deuxième étage. En atterrissant, tout le monde a cru être tombé en enfer, puis a été soudainement effrayé par Bonnie. Ensuite, elle les a rassurés, expliquant que le juge psychopathe et les pièges de l'aile, étage précédent, avaient disparu. Cet étage serait une compétition équitable et elle en était responsable. Cette épreuve était un test de vitesse. Chaque participant devait courir 20 tours, et les 15 premiers à franchir la ligne d'arrivée gagneraient. Le match était également diffusé en direct. Je me sentais excité, car mon père et Anna pourraient me voir. Tout le monde a commencé à échauffer. Mayahu était confiante en sa vitesse, et Dora était enthousiaste, croyant que ses grandes ailes les dépasseraient tous. J était inquiet pour Stan, car il n'y avait ni voiture ni avion ici. Mais Stan a tout de même déclaré avec assurance qu'il avait un moyen de décrocher la première place. Alors que les nouveaux participants étaient enthousiastes, les anciens avaient déjà préparé leurs armes secrètes. Après 5 minutes d'échauffement, Bonnie a annoncé le début officiel de la compétition. Quand le coup de feu a retenti, tout le monde a couru de toutes ses forces. Pendant ce temps, du côté de l'organisation de la destruction, ils essayaient de ressusciter le monstre à l'intérieur de Maju, une fois de plus. Parce qu'ils avaient encore de la haine et voulaient me faire souffrir, la candidate en tête était Mayahu, qui courait à une vitesse telle que le public pensait qu'elle était un hôtel mobile. À côté d'elle se trouvait un écureuil ninja volant du nord, saluant un invocateur de sa propre race tout en courant. Juste après eux se trouvait le couple que nous formions, Dora et moi. Le présentateur n'a pas hésité à nous appeler un élève de 11e année, et sa petite amie s'embrassant très romantiquement, nous faisant rougir tous les deux de confusion. Je trouvais le présentateur trop bavard, tandis que Dora était timide, mais elle trouvait aussi cela amusant, car ce qu'il disait était exact. Suivait le grand sorcier du système 3 chevauchant un balai de sorcières, comme s'il était sorti d'un conte de fées. Derrière lui se trouvait Lul, énigmatique maître des poisons, et Gilo,
ainsi que de nombreux autres concurrents, les talonnant. Il est à noter qu'il y avait aussi un duo père-fils participant, et l'apparition spéciale du célèbre dessinateur de bande dessinée Hiro, qui avait mis son travail de côté pour concourir. Bien qu'il ait caché son identité, il fut finalement découvert par le présentateur, ce qui incita des fans enthousiastes à le poursuivre pour des autographes. Il dut utiliser ses compétences en dessin de neige rapide pour les semer. Cela a conduit certains anciens concurrents à l'accuser de tricherie. Mais Bonnie, loin de l'interdire, s'est montré amusé, allant même jusqu'à le taquiner en disant qu'un vieil homme inutile, qui n'avait pas assez d'argent pour planter un arbre, devrait s'entraîner davantage et revenir l'année prochaine. Immédiatement après, une silhouette passa si vite que même le présentateur fut stupéfait, se demandant ce qui venait de voler. Il s'avéra que C était Stan, chevauchant une fusée qui, en un clin d'œil, avait dépassé la plupart des concurrents, laissant même Mayahu loin derrière. Elle était très agacée, curieuse de savoir d'où Stan avait tiré cette fusée. En fait, en raison d'un exercice militaire en cours, Stan en avait emprunté une au passage, pensant qu'il ne le remarquerait probablement pas. Pendant la course, il a averti tout le monde d'être prudent car quelque chose de grand était sur le point de se produire. En effet, de nombreux concurrents laissés pour compte ont soudainement réalisé une vérité simple. Ils n'avaient pas besoin de courir vite. Ils devaient juste ralentir les autres pour gagner. Ils ont donc commencé à jouer salement, utilisant des armes pour éliminer leurs adversaires. Allant même jusqu'à trahir leurs amis. Alors que Dora et moi passions, nous avons reçu 6 tirs. Dora a essayé d'esquiver mais n'a pas pu échapper, me forçant à trouver une mesure désespérée. J'ai volé en arrière, utilisant ma force pour contre-attaquer et renvoyer les balles au tireur. Bonnie, observant sur l'écran, était extrêmement excitée, alors que la course devenait de plus en plus intense. Pendant ce temps, le maître des poisons, Angelo, a libéré un nuage de fumée toxique sur la piste. Quiconque y passait avait du mal à respirer, convulsait, et certains ont même perdu le contrôle et se sont jetés dans la falaise. Mayahu était furieuse, pensant qu'il était trop lâche. Alors elle s'est immédiatement précipitée, se transformant en un serpent venimeux pour traverser la fumée. Angelo restait confiant qu'elle ne pourrait pas y arriver. Mais à ce moment-là, le nouvel ami de Mayahu est apparu, l'a attaqué par derrière, et a manipulé le vent pour créer un tourbillon, emportant à la fois la fumée et lui. Bonnie a remarqué que les tempêtes arrivaient avant qu'elle n'ait eu le temps de pousser un soupir de soulagement après le danger aérien. Le chaos a éclaté de l'autre côté de la piste, la poussant à vouloir appeler la police pour intervenir. Un homme, voyant la situation tendue, s'est précipité pour aider, mais a failli y laisser la vie. Heureusement, le dessinateur Hiro a utilisé son stylo pour bloquer le coup fatal, croyant que l'amitié et l'effort sont toujours plus importants que la victoire ou la défaite. Il prêchait continuellement des mots qui semblaient être une leçon, en plein champ de bataille. Le papier à dessin et les cartouches d'encre sont devenus des armes éducatives. Son caractère a laissé Stan extrêmement admiratif, allant même jusqu'à lui demander un autographe en courant, ignorant Dora et moi, qui l'incitions à continuer la course. À ce moment-là, Bonnie a annoncé la bonne nouvelle que le nombre de concurrents encore sur la piste était désormais inférieur à 15, ce qui signifiait que quiconque franchirait la ligne d'arrivée serait le vainqueur. 2 concurrents venaient échapper de peu à la mort. Grâce à des situations inattendues, le destin avait été scellé. La compétition est maintenant devenue une course féroce pour trouver le champion. Pendant ce temps ailleurs, les destructeurs discutaient. Ils se demandaient pourquoi leur patron ne permettait pas d'attaquer la forge. Alors que chacun d'eux avait la force de combattre 100 adversaires, cette fille expliquait que la dernière fois, lorsqu'elle fut arrêtée par Bonnie, elle avait tenté d'infiltrer seule, mais avait échoué. Les portes de l'arène étaient fermées. Elle avait essayé de nombreuses méthodes comme le déplacement spatial, le forage de murs, le creusement de fosses, mais tout fut en vain, et elle faillit même être traquée et tuée par la sécurité. Finalement, elle ne put que flâner en ville, profitant de l'occasion pour acheter quelques trésors, dont une télévision ancienne spéciale. Les 2 sœurs aînées n'étaient pas très intéressées par ce divertissement, mais lorsque la sœur aînée aux cheveux blonds a essayé, elles furent surprises de voir le concours en direct, animé par Bonnie sur écran. Mayahu a brillamment remporté la première place au 2e étage. J'ai terminé 2e avec seulement 0,55 secondes d'écart et Hiro est arrivé 3e. La scène suivante a montré épreuve du 3e étage avec les règles du concours de cuisine. J'ai utilisé ma spécialité de nouilles de bœuf tirées à la main pour conquérir tous les juges exigeants. Mayahu, bien qu'elle n'ait jamais cuisiné, a utilisé ses griffes pour préparer un plat unique de fruits des bois au parfum délicieux. Stan a de nouveau démontré son expertise technologique, inventant un robot qui fabriquait des cornets de glace frais, ce qui a ravi tout le monde, observant, si on mangeait, la flamme extérieure qui salivait. Après cette compétition pour aider les concurrents à se détendre, le 4e étage a été conçu avec une épreuve de chant, mais les résultats furent surprenants. Une belle concurrente a si mal chanté que tout le monde était horrifié, et a même fait pleurer un bébé. Ce cri a aidé le bébé à remporter le titre de champion du plus bruyant au 4e étage. En voyant cela, la sœur aînée au tempérament vif a, en colère, brisé la télévision, se plaignant que la forge des démons ressemblait à un jardin d'enfants. Juste à ce moment-là, leur patron est revenu et a entendu toute l'histoire.
Il réalisa que ses coéquipiers étaient toujours obsédés par moi et la forge des démons. Ils étaient en colère de voir que l'ennemi s'amusait, alors qu'eux ne pouvaient rien faire. Après un moment de discussion, le groupe se rappela que les 3 zen n'étaient jamais entrés dans la forge. L'invocateur du groupe a pris la parole, disant que la vie semblait manquer d'une pièce du puzzle. Il a donc suggéré au patron de leur permettre de participer pendant 1 semaine pour vivre l'expérience avec moi. Le patron a accepté de manière inattendue, préparant même un nouvel ami pour les accompagner, leur disant que s'ils me rencontraient, ils devraient dire que était une surprise. Pendant ce temps, à la Forge des Démons, Bonnie était en réunion avec les anciens pour faire le point sur la situation. Elle a annoncé que la saison du groupe 7 de cette année avait initialement 92 participants inscrits. Après le premier étage à l'hôtel, 62 personnes ont été éliminées. Elle, épreuve de vitesse au 2e étage, a éliminé 15 personnes supplémentaires et personne n'a été éliminé au 3e étage. Par conséquent, au 5e étage, il ne restait plus que 15 concurrents. Les anciens ont jugé que les progrès N étaient pas mauvais et ont conseillé à Bonnie de poursuivre le plan. De plus, la source d'onde D, énergie élevée qu'elle avait collectée, était également suffisamment importante. Un ancien l'a félicité d'avoir fait du bon travail et a dit qu'il était temps de commencer le rituel sacrificiel. Ils avaient préparé un portail de téléportation menant directement au 100e sous-sol de la Forge des Démons. Là, Bonnie a vu la déesse Pandore, la source de toutes les âmes. Elle a placé l'offrande, transmettant de l'aile, énergie spirituelle dans l'espoir de réveiller la déesse. De leur point de vue, s'ils pouvaient accomplir cela, tous leurs efforts en vaudraient la peine. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.